mon père a détruit mon enfance à 8 ans quand il murmurait: «Ce sera notre petit secret, princesse. Bonjour, Miss Cares. Je m'appelle Marina, mais vous pouvez m'appeler Mamie Lena. J'ai 68 ans et je suis née en 1957 dans une petite ville de Saint-Malo, Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, je vais partager une histoire que j'ai gardée dans mon cœur pendant plus de 60 ans, une histoire que même mes enfants ne connaissent pas entièrement. J'aimerais vous poser une question sincère. Qui sont les personnes les plus spéciales dans votre vie? Laissez vos réponses dans les commentaires pour que je puisse mieux vous connaître. Et dites-moi aussi de quelle région vous regardez cette histoire de vie. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour cette vidéo. Ça me soutient énormément. Notre maison était simple, mais belle. Elle était dans le quartier Paramé, un endroit rempli de familles travailleuses à l'époque. Mon père, Anthony Morel, était mécanicien avec un petit garage derrière notre maison. Ma mère, Claire Moreau, travaillait comme couturière, faisant des retouches et des réparations pour tout le quartier. Nous étions ce que les gens appelaient une bonne famille, le genre qui va à l'église tous les dimanches, garde une maison propre et ne doit rien à personne. J'étais fille unique, un don de Dieu, disait toujours ma mère. Elle avait subi 3 fausses couches avant moi et les médecins lui disaient que c'était presque impossible d'avoir des enfants. Quand je suis née, c'était une si grande surprise que mes parents me traitaient comme un miracle. Marina est notre trésor, disait mon père aux visiteurs. Il n'y a pas d'argent au monde qui puisse payer le sourire de cette fille. Et je souriais beaucoup quand j'étais petite. J'aimais jouer avec mes poupées en tissu que ma mère faisait courir dans la cour après les poules, dessinées à la craie sur le trottoir devant notre maison. J'étais une enfant heureuse, le genre qui croit que le monde est bon et que les gens ne veulent que le meilleur pour nous, comme nous avions tort. La première fois que je remarquais quelque chose d'étrange, j'avais 6 ans. Je prenais un bain. Quand mon père entrait dans la salle de bain sans frapper, je me sentais gênée. Essayais de me couvrir avec mes mains, mais il disait: ne sois pas bête, Marina, je suis ton père, tu n'as pas besoin d'être timide avec moi. Et il restait là, me regardant, me laver, avec un sourire que je sais aujourd'hui n'était pas normal. À l'époque, je pensais que c'était dans ma tête. Après tout, c'était mon père. Les pères protègent leurs filles. Ils ne leur font pas de mal. À 7 ans, la routine des affections spéciales commençait. Mon père avait toujours été affectueux, me prenant dans ses bras, m'embrassant sur la joue. Il était aimant. Tout le monde le commentait. Anthony est un si bon papa, disaient les voisins. Mais progressivement, cette affection commençait à changer. Une colline qui durait trop longtemps, une main qui se posait là où elle ne devrait pas, un baiser qui s'approchait trop de ma bouche. C'est parce que je t'aime plus que tout au monde. Justified. Quand je me crispais, un père a le droit d'aimer sa fille comme il veut. Ma mère travaillait beaucoup. Elle partait tôt pour récupérer et livrer des travaux de couture, rentrait tard, souvent si fatiguée qu'elle pouvait à peine dîner
avant de s'effondrer dans son lit. Et mon père profitait de ses absences au début. C'était juste des touches rapides, une caresse dans le dos qui descendait trop bas, un baiser sur la joue qui glissait vers mon cou, de petites invasions qu'il déguisait en démonstration d'affection paternelle. Notre petite fille devient si jolie, disait-il, en passant la main dans mes cheveux. Tu vas briser beaucoup de cœurs quand tu grandiras. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je savais seulement que ça me mettait mal à l'aise, avec un nœud dans l'estomac et l'envie de fuir. Mais où c'était ma maison, c'était mon père, à l'homme qui était censé me protéger du mal. Quand j'atteignais 8 ans, les choses s'aggravaient. C'était une nuit de janvier, inhabituellement froide pour Saint-Malo, ce qui était rare dans cette région. Ma mère s'était couchée tôt, se plaignant de douleurs dorsales après une journée entière penchée sur sa machine à coudre. J'étais dans le salon, regardant la télévision, enveloppée dans une couverture. Quand mon père s'asseyait à côté de moi sur le canapé, « Viens, cette princesse », disait-il, ouvrant les bras, « viens réchauffer ton papa, you are nice ». Sans réfléchir, c'était mon père. Après tout, les héros de mon enfance. L'homme qui réparait mes jouets cassés, qui m'emmenait manger une glace le dimanche après l'église, qui me racontait des histoires avant de dormir. Il me tirait sur ses genoux, me couvrant avec la couverture au début. Ça semblait normal. Un père câlinant sa fille par une nuit froide, mais ensuite ses mains commençaient à bouger sous la couverture, là où personne ne pouvait voir, touchant des endroits que personne ne devrait toucher sur un enfant. Papa, c'est bizarre, disais-je, essayant de m'éloigner. Non, ce n'est pas bizarre, princesse, murmurait-il à mon oreille. C'est comme ça que les pères montrent leur amour à leurs filles, mais c'est notre petit secret. D'accord, ta mère ne comprendrait pas, elle serait jalouse. Soyez, notre petit secret, comme ces mots me hantent encore aujourd'hui, comme si c'était un jeu, une chose spéciale que nous partagions seulement, c'était pas ça, c'était le début des abus qui détruirait mon enfance. Cette nuit-là, après qu'il avait fini ce qu'il voulait faire avec moi, il m'envoyait dans ma chambre avec un avertissement. Si tu le dis à quelqu'un, ils t'emmèneront, ils te mettront dans un orphelinat où les enfants sont maltraités. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? J'avais 8 ans, je le croyais. Bien sûr que je le croyais, c'était mon père. Pourquoi me mentirait-il? À partir de ce jour, une nouvelle routine s'établissait dans notre maison. Le jour, nous étions la famille parfaite. Mon père, le mécanicien respecté du quartier, ma mère, la couturière talentueuse, moi, la petite fille bien élevée qui obtenait de bonnes notes à l'école, mais la nuit, quand ma mère dormait, épuisée par le travail. Notre maison se transformait en un scénario de cauchemar. Il venait dans ma chambre, toujours après s'être rassuré que ma mère dormait profondément. Il ouvrait la porte lentement, sans faire de bruit, s'asseyait au bord de mon lit. « Princesse », murmurait-il,
Lors de notre petit secret, et je faisais semblant de dormir, faisais semblant d'être ailleurs, faisais semblant d'être quelqu'un d'autre, je créais des mondes entiers dans ma tête, pendant qu'il faisait ce qu'il voulait avec mon corps. J'imaginais que je volais au-dessus des nuages, nageais au fond de la mer, courais dans des champs de fleurs, n'importe quoi pour échapper à la réalité de cette chambre sombre à l'école. Je commençais à changer. La Marina souriante, bavarde, commençait à disparaître, cédant la place à une fille silencieuse, au regard distant. Mes notes commençaient à baisser. Je voulais plus jouer avec les autres enfants. Je préférais être seule, dessinant dans les coins, créant des histoires où des filles comme moi étaient sauvées par des anges gardiens. Que se passe-t-il avec toi? Demandait un jour ma professeure. Madame Cécile Lamy, tu sembles triste. J'ai failli lui dire. J'ai failli laisser échapper notre petit secret. Mais ensuite, je me souvenais de la menace, l'orphelinat, les maltraitances, et plus encore, que se passerait-il avec ma mère? Elle aimait tellement mon père, comment se sentirait-elle si elle savait la vérité? Rien, madame, je suis juste fatiguée. Fatiguée, quel mot faible pour décrire ce que je ressentais. J'étais épuisée, épuisée de faire semblant, épuisée de sourire quand je voulais pleurer, épuisée de vivre deux vies, la fille normale le jour, la victime la nuit. Ma mère aussi commençait à remarquer les changements. Marina, tu perds du poids, disait-elle, en mesurant ma taille pour une nouvelle robe, et ces cernes, ne dors-tu pas bien? Si seulement elle savait pourquoi, si seulement elle pouvait imaginer ce qui se passait après qu'elle fermait les yeux, vaincue par la fatigue du jour. Mais comment pouvais-je lui dire? Comment pouvais-je détruire notre famille? Comment pouvais-je lui faire voir que l'homme avec qui elle partageait son lit était un monstre déguisé en père aimant? Alors je mentais. Je wees bien, maman, je travaillais juste à coupe. Les années passaient et les abus continuaient. De 8 à 12 ans, je vivais une double vie. Pour le monde, j'étais la fille de Monsieur Anthony et Madame Claire, une fille bien élevée qui aidait sa mère avec la couture et réussissait bien à l'école, malgré les hauts et les bas, à la maison, la nuit. J'étais la victime d'un prédateur qui aurait dû être mon protecteur. Mes amis, cette partie de l'histoire est très difficile à raconter. Parfois, je sens que les mots restent coincés dans ma gorge. Même après tant de décennies, mais je ressens le besoin de partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de Marinas là dehors, souffrant en silence, pensant qu'elles sont seules, elles ne le sont pas. Je comprends cette douleur, je l'ai vécue et je suis ici pour dire qu'il y a une issue. Quand j'atteignais 12 ans, quelque chose changeait dans la dynamique de notre maison. Ma mère commençait à recevoir plus de commandes de couture. Une boutique en centre-ville avait contracté ses services, ce qui signifiait plus d'argent, mais aussi plus de travail. Elle passait des journées entières hors de la maison, livrant et
et récupérant des travaux, prends soin de Marina pour moi, demandait-elle à mon père avant de partir. Ne la laisse pas seule. Et il répondait avec ce sourire qui me donnait des frissons. Ne t'inquiète pas, Claire, je m'occuperai de notre princesse comme personne d'autre. Avec ma mère passant plus de temps dehors, mon père devenait plus audacieux. Il n'attendait plus qu'elle s'endorme pour venir dans ma chambre. Maintenant, il m'approchait dès qu'elle partait dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le salon. Chaque pièce de la maison devenait le décor de mon cauchemar. Nous nous rapprochons, n'est-ce pas, princesse, disait-il en me touchant. C'est notre secret spécial. Je n'étais plus l'enfant innocente qui croyait tout ce qu'il disait à 12 ans. Je comprenais déjà que c'était mal, que les pères ne devraient pas toucher leurs filles de cette manière, que ce secret était en réalité un crime, mais la peur me paralysait encore. Peur de ceux qui arriveraient si je parlais, peur de détruire notre famille, peur que personne ne me croie. Mon corps commençait à changer, j'entrais dans la puberté et cela ne faisait qu'aggraver la situation. Mon père semblait fasciné par les changements, les commentant d'une manière qui me donnait envie de disparaître. Tu deviens une belle jeune fille, disait-il, m'observant me changer à travers l'entrebâillement de la porte. Bientôt, tu seras une femme. Le mot femme dans sa bouche sonnait comme une menace, comme s'il comptait les jours pour que quelque chose de pire arrive. Et moi aussi, je comptais les jours, mais pour autre chose, pour grandir, partir, échapper à cet enfer. À l'école, ma professeure de sciences expliquait les abus sur mineurs pendant un cours. Elle parlait des touchés inappropriés, des adultes qui profitent des enfants, de l'importance de parler à quelqu'un de confiance. Si cela arrivait, j'étais assise, figée à mon bureau, sentant le sang se retirer de mon visage. C'était comme si elle décrivait ma vie, comme si elle connaissait mon secret. Après le cours, elle m'appelait Marina, vas-tu bien? Tu es devenue si pâle pendant l'explication. Encore une fois, j'ai failli lui dire. Les mots étaient au bout de ma langue. Mon père m'abuse depuis que j'ai 8 ans. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais ensuite, je pensais à ma mère, à combien elle travaillait dur pour maintenir notre maison, à combien elle aimait mon père. Malgré tout, il reste bien, madame, juste un peu fatiguée, fatiguée. Toujours la même excuse, toujours le même mensonge. Assortinant, je commençais à résister. Pas physiquement, j'avais encore trop peur pour ça, mais en créant des barrières, je verrouillais la porte de la salle de bain quand je prenais une douche. J'inventais des maux de tête quand il essayait de me serrer dans ses bras. Je dormais avec la lumière allumée, sachant qu'il préférait l'obscurité pour ses visites nocturnes. Tu es différente, princesse, commentait-il, irrité. Après que j'avais refusé un de ces câlins spéciaux, tu t'éloignes de ton père. Je grandis, répondais-je, essayant de sembler désinvolte. Je ne suis plus une enfant. Cela semblait l'irriter encore plus. Peu importe combien tu grandis. Tu seras toujours ma petite fille. La manière dont il disait me donnait des frissons,
comme si j'étais une propriété, un objet qu'il pouvait utiliser comme il voulait. C'était à cette époque que je commençais à penser à m'enfuir. Je fantasmais sur prendre un bus pour Rennes, trouver un travail, commencer une nouvelle vie, loin de cette maison, de cet homme, mais où irait une fille de 13 ans qui lui donnerait un travail au Lockment. Je finirais dans la rue, au Perret, et ma mère, comment serait-elle sans moi? Alors, je continuais à faire semblant, continuais à survivre, continuais à attendre un miracle qui semblait ne jamais venir. À Fortinon, je rencontrais Lucie Faure, une nouvelle voisine qui emménageait dans la maison d'à côté. Elle avait mon âge, mais semblait plus âgée, plus intelligente, plus expérimentée. Nous devenions vite amis et pour la première fois en année, je sentais que j'avais quelqu'un à qui je pouvais faire confiance. Un après-midi, nous étions seuls dans sa chambre, écoutant des disques et parlant des garçons de l'école quand elle me posait une question qui changeait tout. Marina, pourquoi te crispes-tu toujours quand ton père s'approche de toi? La question me prenait au dépourvu. Yana savait pas que c'était si évident. Je pensais à nier, à inventer une excuse, mais j'étais fatiguée, si fatiguée de porter ce secret seul. Lucien, si je te dis quelque chose, promets-tu de ne le dire à personne? Bien sûr, nous sommes unis. Et je lui disais, pour la première fois, je laissais les mots sortir. Je lui parlais des touchés, des visites nocturnes, du petit secret. Je lui dis ça, que ça avait commencé quand j'avais 8 ans et que ça ne s'était jamais arrêté. Je lui disais la peur, la honte, la confusion. Lucie pâlissait, des larmes coulaient sur son visage, tandis que je parlais, quand je finissais, elle me serrait si fort que je pouvais à peine respirer. Marina, c'est de l'abus, disait-elle, la voix tremblante. Ton père, c'est un monstre. Tu dois le dire à ta mère. Je ne peux pas, répondais-je, pleurant aussi. Elle l'aime. Ça détruirait notre famille. Il te détruit déjà, argumentait Lucie. Et s'il ne s'arrête pas? Si ça impide, je dormais pas cette nuit-là. Les mots de Lucie résonnaient dans ma tête. Et si ça impide, qu'est-ce qui pourrait être pire que ce qui se passait déjà? La réponse venait plus vite que je ne pouvais l'imaginer. La conversation avec Lucie plantait une graine de courage en moi, mais la peur était encore plus grande. Je venais d'avoir 14 ans. Et à mon désespoir, mon corps se développait d'une manière qui attirait encore plus l'attention malsaine de mon père. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. Quand je marchais dans la maison, toujours avec ce regard qui me faisait me sentir sale, comme s'il me déshabillait avec les yeux. Marina, tu ressembles tellement à ta mère quand elle était jeune. Comment est-il? Devant les visiteurs, mettant son bras autour de mes épaules d'une manière qui semblait innocente pour ceux qui regardaient de l'extérieur, si belle, mais bien plus jolie. Ma mère souriait, pensant que c'était un compliment sans savoir
que ces mots signifiaient vraiment, SCI, qui se passait quand elle ne regardait pas la manière dont sa main serrait mon épaule, descendait dans mon dos quand personne ne faisait attention. Les abus devenaient plus fréquents et plus intenses. Si avant, il attendait que ma mère s'endorme, maintenant il profitait de chaque moment où nous étions seuls, le matin, avant qu'elle ne se réveille, la journée, quand elle sortait livrer des coutures, la nuit, prétendant me dire bonne nuit. Princesse, tu deviens plus belle chaque jour, murmurait-il, entrant dans ma chambre la nuit. Tu sais à quel point tu es spéciale pour ton papa, n'est-ce pas? Je fermais les yeux et essayais de me transporter ailleurs, comme je le faisais toujours. J'imaginais des champs verts, des plages désertes, des montagnes enneigées, n'importe où, sauf cette chambre, cette maison, cette vie. Mais il devenait de plus en plus difficile d'échapper mentalement. L'horreur était trop réelle, trop présente, trop étouffante. Je commençais à montrer des signes physiques de traumatisme. Je perdais du poids drastiquement. Les uniformes scolaires semblaient pendre sur un cintre. Quand je les portais, mes ongles étaient toujours rongés jusqu'au sang. J'avais des spasmes nocturnes, me réveillant, en criant de cauchemars, qui n'étaient rien comparé à la réalité que je vivais. Ma mère commençait à s'inquiéter vraiment. Ma chérie, est-ce tu maladie? Faut-il voir un médecin? Comment pouvais-je expliquer que ma maladie ne se soignait pas avec des médicaments, que le poison qui me consumait vivait sous le même toit, mangeait à la même table, était l'homme qu'elle aimait. C'est juste le stress de l'école. Maman, ça va passer à l'école. Mes performances s'effondraient complètement. Moi, qui avais toujours été une bonne élève, je pouvais à peine me concentrer en classe. Mon esprit était toujours en alerte, toujours en panique, toujours épuisé de faire semblant que tout allait bien. Marina a-t-elle des problèmes à la maison? Demandait ma professeure d'anglais à ma mère lors d'une réunion scolaire. Pas que je sache, répondait ma mère, confuse. Nous sommes une famille paisible, paisible. Quelle ironie! Notre maison était un champ de bataille silencieux où je luttais seule chaque nuit contre un ennemi que personne d'autre ne pouvait voir. À 15 ans, le cauchemar s'intensifiait. Mon père commençait à me suivre. Quand je sortais avec mes amis, il apparaissait par hasard à la crêperie où nous étions, à la porte du cinéma, au parc de la Briantais, où nous discutions. Il m'observait, me contrôlait, comme s'il avait peur que je dise quelque chose à quelqu'un. Et j'avais peur aussi, peur de ce qu'il ferait s'il savait que j'avais parlé à Lucie, peur de ce qui arriverait si quelqu'un d'autre découvrait, peur que personne ne me croie. Ton père est si attentif, commentait une amie de l'école, après qu'il avait proposé de nous raccompagner, toujours inquiet pour toi. Si seulement elle savait la vraie nature de cette inquiétude, si seulement elle pouvait voir à travers ce masque de père aimant. C'était à cette époque qu'il commençait à me donner des cadeaux en échange des abus, une nouvelle blouse que j'avais commentée dans une vitrine, une paire de chaussures que toutes les filles de l'école portaient
un bracelet en argent pour mon anniversaire. C'est notre petit secret, disait-il en me tendant le paquet après une autre nuit d'horreur. Ta mère n'a pas besoin de savoir combien ça a coûté. Je détestais ces cadeaux. Chacun était une chaîne invisible qui me liait encore plus au silence, qui me transformait en complice de mon propre abus, mais je les acceptais parce que pouvais-je faire d'autre? En 1973, quand j'avais presque 6 ans, une tragédie familiale a apporté un changement temporaire à notre routine. Ma grand-mère maternelle subissait un AVC et avait besoin de soins constants. Ma mère décidait de passer 2 semaines chez elle à Redon pour aider. « Seras-tu bien avec ton père ?» demandait-elle. Inquiète de me laisser, je voulais crier « Non, emmène-moi avec toi. Ne me laisse pas seule avec lui. » Mais je souriais simplement et disais « Bien sûr, maman, tout ira bien. » Ces 2 semaines étaient les plus longues de ma vie, sans le bouclier de la présence de ma mère, même si elle n'avait jamais remarqué ce qui se passait. Mon père devenait encore plus audacieux, plus violent, plus insatiable. Maintenant, c'est juste nous 2 princesses, disait-il la première nuit après le voyage de ma mère. Tu n'as plus besoin de faire semblant, plus besoin de te cacher. Le jour, j'allais à l'école et y restais le plus longtemps possible. J'inventais des devoirs de groupe, des activités extrascolaires, n'importe quoi, pour éviter de rentrer à la maison. Mais la nuit venait toujours, et avec elle, l'inévitable. C'était pendant cette période que je rencontrais Charles Caron, un garçon de l'école, qui commençait à s'intéresser à moi. Il était gentil, respectueux, complètement différent de l'homme, que j'appelais père. Quand il m'invitait à sortir, j'acceptais immédiatement. Voyant une chance d'échapper à la maison pour quelques heures, nous nous rencontrions au parc de la Briantais un samedi après-midi. C'était mon premier rendez-vous, ma première tentative d'avoir quelque chose de normal dans la vie. Charles tenait ma main tandis que nous marchions m'acheter une glace, me faisait rire avec des histoires amusantes sur l'équipe de football de l'école. Pendant quelques heures, j'oubliais mon cauchemar, j'oubliais ce qui m'attendait à la maison quand il me donnait un baiser d'adieu, un baiser innocent et doux, comme devrait être le premier baiser d'une adolescente. Je ressentais un mélange d'émotions, de la joie pour ce moment de normalité, de la tristesse, en sachant que ma vie était loin d'être normale, et de la terreur quand je réalisais que mon père était de l'autre côté du parc, nous observant. Qui était ce garçon demandait-il. Dès que j'entrais dans la maison, saisissant mon bras avec une telle force que ça laissait des marques. Que faisais-tu avec lui? C'est juste un ami de l'école, répondais-je, essayant de me libérer. Je ne veux pas que tu rencontres des garçons, grognait-il, les yeux assombris par la colère. Tu es ma fille. À moi, ce mot à moi sortait de sa bouche comme une sentence de prison, comme si j'étais un objet, une propriété, quelque chose qu'il possédait et non une personne avec sa propre volonté et ses propres désirs. Papa, je grandis, essayai-je d'argumenter. Trouvant du courage,
je ne sais où. C'est normal de sortir avec des amis. Normal, riet un rire qui glaçait mon sang. Tu penses que tu sais ce qui est normal. Tu penses que tu comprends le monde là. Dehors, ce garçon ne veut qu'une chose de toi. Et tu sais, c'est que c'est... L'ironie de ces mots me frappait comme une gifle. Louis, qui pendant des années avait pris de moi ce qu'aucun père ne devrait jamais vouloir de sa propre fille, m'accusant d'impureté. Louis, le prédateur de mon enfance, prétendant me protéger de dangers imaginaires. Cette nuit-là, la punition pour mon comportement était l'abus, le pire, que j'avais subi jusqu'alors. Pour la première fois, je pensais sérieusement à tout arrêter, à prendre les pilules pour l'attention de ma grand-mère, que ma mère gardait dans l'armoire de la salle de bain, et les avaler tout d'un coup, à utiliser le rasoir de mon père pour me couper les poignets, à simplement disparaître. Mais ensuite, je pensais à ma mère, à combien elle souffrirait si je partais, à comment elle se blâmerait sans jamais connaître la vérité. Et une petite partie de moi, une partie qui croyait encore en l'avenir, murmurait, bon, un jour, ça finira. Quand ma mère rentrait de Redon, elle remarquait que quelque chose était différent. J'étais plus maigre, plus pâle, plus silencieuse que jamais. Que s'est-il passé pendant mon absence demandait-elle, caressant mes cheveux. On ira les nuits, où nous étions seuls dans la cuisine. Vous êtes-vous disputés, toi et ton père? J'ouvrais la bouche pour parler, pour tout dire. La vérité était là, prête à sortir, à être enfin libérée après tant d'années emprisonnée dans ma gorge. Maman, papa. Mais à ce moment, j'entendais la porte d'entrée s'ouvrir. Il était rentré et la peur, cette vieille connaissance, me paralysait à nouveau. Rien, maman, tu m'as juste manqué. Quelques semaines après cet épisode, Lucy, mon amie, et le confidente, me cherchait avec une expression grave. Marina, je ne supporte plus de voir ce qui t'arrive. Si tu ne le dis pas à ta mère, je le ferai moi-même. La panique m'envahissait. Non, Lucy, tu as promis. Il me tuera s'il sait que j'ai parlé. Il te tue lentement de toute façon, répondait-elle, des larmes coulant sur son visage. Regarde-toi, tu te flétris, tu disparais sous nos yeux. Elle avait raison. Chaque abus emportait un morceau de mon âme, de ma volonté de vivre, me transformait en une coquille vide, un fantôme de la fille que j'étais autrefois. Donne-moi un peu de temps, Supplicia. Je trouverai un moyen de le dire à ma mère, mais ça doit être à ma manière. Mon moment, Lucie acceptait à contre-cœur, mais me donner un ultimatum d'ici la fin du mois. Si tu ne le dis pas, je le ferai. Cet ultimatum allumait une mèche en moi. Je devais agir, faire quelque chose. Mais quoi? Comment briser ce cycle d'abus qui durait déjà presque la moitié de ma vie? C'est alors que je commençais à planifier ma fuite. Je rassemblais le peu d'argent que j'avais économisé des cadeaux d'anniversaire et de Noël.
Je me renseignais sur les bus pour Rennes, où vivait une cousine éloignée. Je pensais à écrire une lettre à ma mère, expliquant tout, la laissant pour qu'elle la trouve, après que je serais déjà loin, mais pendant que je travaillais sur ce plan, quelque chose de terrible se préparait dans l'ombre, quelque chose qui changerait à jamais le cours de ma vie, de celle de ma mère, de toute notre famille. Mon père devait avoir remarqué mon agitation, mes chuchotements avec Lucie, mes regards distants, tandis que je planifiais ma fuite. Peut-être avait-il remarqué l'argent que je cachais sous le matelas ou entendu une conversation sur N. Si, que je sais, c'est qu'il décidait qu'il était temps de prendre des mesures drastiques pour assurer mon silence une fois pour toutes, de la manière la plus vile possible. Et ainsi, nous arrivons à cette nuit, la nuit qui divisait ma vie en avant et après, la nuit qui, même après plus de 50 ans, me fait encore me réveiller en criant dans les heures les plus sombres. C'était un vendredi, le 10 août 1973. Je n'oublierai jamais cette date. Elle est gravée dans mon âme comme une cicatrice qui ne disparaît jamais complètement. Je venais d'avoir 6 ans le mois précédent. L'été s'achevait à Saint-Malo, ces jours où la chaleur commençait déjà à se montrer le jour, mais les nuits gardaient encore une fraîcheur qui faisait bien dormir. Ma mère était partie rendre visite à une cliente importante dans le quartier Rocabé, une d'Amérique, qui demandait toujours des robes exclusives. C'était un travail qui payait bien et maman ne pouvait pas refuser. Je serai de retour avant 22 heures, promettez-le. Avant de partir, embrassant mon front, comme elle le faisait depuis que j'étais petite, je restais à la maison seule avec lui. Mon estomac se nouait déjà rien qu'en pensant à ce qui allait venir ces derniers jours. Mon père était différent, plus silencieux, plus observateur, comme s'il planifiait quelque chose. Ses yeux me suivaient dans la maison d'une manière qui était différente même de son comportement habituel. Je décidai de rester dans ma chambre, porte verrouillée, prétendant étudier pour un contrôle. En réalité, j'organisais mon plan de fuite. J'avais rassemblé presque 200 francs, des années d'économie, des pièces cachées, quelques billets que j'avais réussi à garder de ses cadeaux sans qu'il le remarque. C'était pas beaucoup, mais ça suffirait pour le billet de bus jusqu'à Rennes et quelques jours de nourriture jusqu'à ce que je trouve ma cousine vers 20 heures. Il frappait à ma porte. « Marine, j'ai fait du thé pour toi. Ouvre la porte. » Je trouvais ça étrange. Mon père ne faisait jamais rien dans la cuisine. C'était un travail de femme. Comme il disait toujours, je n'en veux pas, papa. J'étudie Alice, Princess. C'est du thé à la camomille. Ça t'aidera à te détendre pour le contrôle. Je sais que tu es nerveuse. Il y avait quelque chose dans sa voix, une douceur fausse, qui me donnait des frissons. Mais ya sabes qui, si je n'ouvrais pas, il continuerait à frapper, insisterait et finirait par perdre patience. Il valait mieux le gérer calme que furieux. J'ouvrais la porte juste assez pour prendre la tasse. « Merci », murmurai-je.
essayant de la refermer, mais il était plus rapide. Mettant son pied dans l'entrebâillement, tu ne vas pas le boire devant moi. Je l'ai fait spécialement pour toi. Ah. Je regardais le liquide jaunâtre dans la tasse. Ça semblait normal, un thé à la camomille ordinaire, mais quelque chose en moi criait l'alerte. Je suis occupée. Papa, je le boirai plus tard. Bois-le maintenant, insista-t-il, et son ton changeait. Ce n'était plus une demande, c'était un ordre. Je veux devoir le boire. À ce moment, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose de louche avec le thé, mais que pouvais-je faire si elle refusait? Il pourrait me forcer. Si je le jetais, il le verrait. J'étais coincée, comme je l'avais toujours été depuis mes 8 ans. Alors j'avais une idée, je faisais semblant de porter la tasse à mes lèvres, l'inclinant lentement, c'est chaud, me plaignais-je, gagnant du temps. Souffle dessus. Alors, disait-il, impatiente. Je faisais 2 autres faux gorgées, portant la tasse à ma bouche sans vraiment boire. C'est bon, papa, merci. Mais il ne bougeait pas, il restait là, observant, attendant, bois tout. Je l'ai fait pour que tu te détendes. Je comprenais que je n'avais pas d'issue. Je prenais une petite gorgée, espérant quoi que ce soit, en petite quantité, ça ne me ferait pas de mal. Le thé avait un goût légèrement amer, différent de la camomille normale. J'espérais que c'était juste mon impression. Tu vois, c'était pas si difficile. Sourit-il, retirant enfin son pied de la porte. Bois le reste et repose-toi un peu. Tu es très tendu. Je fermais la porte dès qu'il s'éloignait et courais à la fenêtre. Je l'ouvrais et jetais le reste du thé dans les buissons de la cour. Quelque chose me disait que cette boisson n'était pas juste de la camomille, et mon instinct, développé par des années de survie, se trompait rarement. Je retournais à mes livres, à mon plan de fuite, mais environ 20 minutes plus tard, je commençais à ressentir un étrange engourdissement. Ma vision devenait légèrement floue, mes membres lourds, même le peu que j'avais bu faisait effet. J'essayais de lutter contre cette sensation, me levant, marchant dans la pièce, jetant de l'eau sur mon visage. Alors, que j'entendais la porte s'ouvrir, je n'avais pas réalisé qu'il avait une clé de secours. Comment avais-je pu être si négligente? Le thé fait-il effet? Princesse, sa voix semblait venir de loin, bien qu'il se tenait à la porte de ma chambre. J'essayais de crier, mais ma langue semblait du coton. J'essayais de courir, mais mes jambes n'obéissaient pas correctement. Qu'est-ce que tu as mis dans le thé? Parvenais-je à demander, les mots sortant brouillés, juste quelque chose pour t'aider à te détendre, à profiter de notre moment spécial. Notre moment spécial, ces mots me causaient une terreur, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas comme les autres fois. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de calculé, de prémédité. J'essayais de ramper loin, tandis qu'il s'approchait, mais mon corps ne répondait pas comme il le devrait. C'était comme être emprisonnée en moi-même, eau consciente de tout, mais incapable de réagir. Papa
non, s'il te plaît. Chut, princess. Ça va être différent aujourd'hui, très spécial. CI, qui se passait ensuite, est difficile à mettre en mots, même après tant d'années. La drogue que j'apprenais plus tard, être un sédatif puissant mélangé au thé, ne me faisait pas complètement perdre connaissance. J'étais dans un état de semi-conscience, capable de comprendre tout ce qui se passait, mais incapable de réagir, de lutter, de fuir. C'était comme être piégé dans un cauchemar où vous essayez de crier, mais aucun son ne sort. Essayez de courir, mais você ambassadeur bougan pas. Essayez de vous réveiller, mais vous êtes pleinement conscient de la réalité. Je sentais son toucher, entendez sa respiration, remarquez chaque mouvement, mais j'étais paralysée, impuissante, comme si je regardais un film horrible dont j'étais la protagoniste sans défense. À un moment, au milieu de cette horreur, j'entendais un bruit dans le salon. La porte d'entrée s'ouvrait, des pas dans le couloir, la voix de ma mère, Anthony. Marina, je suis rentrée tôt. Madame Giraud ne se sentait pas bien. Pour la première fois, je voyais de la panique dans les yeux de mon père. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne si tôt. Il n'avait pas prévu ça. Anthony, où est-ce? Les pas s'approchaient de la chambre. Mon père essayait de se recomposer rapidement, essayait de couvrir les preuves de ce qu'il faisait, mais c'était trop tard. La porte de la chambre s'ouvrait complètement et là était ma mère, son visage, toujours si doux, se transformait en un masque d'horreur devant la scène devant elle. Ses yeux s'écarquillaient, le sac qu'elle tenait tombait au sol avec un bruit sourd. Mon Dieu au ciel, que se passait-il ici? C'était comme si le temps s'arrêtait. Mon père se figeait où il était. Moi, encore sous l'effet de la drogue, essayais de parler petit pou, mais ne pouvait émettre que des sons incohérents. Claire, ce n'est pas ce que tu penses. Commençait mon père, sa voix tremblante pour la première fois depuis que je le connaissais. La fille est malade, avec de la fièvre. Je faisais juste « tais-toi ». Je n'avais jamais entendu ma mère crier comme ça. Elle, toujours si contenue, si douce, criait avec une force qui semblait venir du fond de son âme. « Éloigne-toi d'elle ». Tout de suite, mon père essayait de s'approcher d'elle, essayait de toucher son bras, expliquer, inventer une excuse, mais ma mère reculait comme si son toucher brûlait. Ne me touche pas, ne t'approche pas de moi. Elle courait vers moi, semi-consciente sur le lit. Marina, mon Dieu, que t'a-t-il fait, ma chérie? Parle-moi. J'essayais de répondre, mais ma langue n'obéissait toujours pas correctement. Maman, thé, il a mis un médicament, même dans mon état. Je pouvais voir la compréhension se faire dans ses yeux. Et ensuite, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une haine pure, primordiale, le genre de fureur qu'une mère peut ressentir quand elle réalise que son enfant a été blessé. Elle se tournait vers mon père qui essayait encore de s'expliquer, bégayant des excuses. CI,
qui se passait ensuite était gravé dans ma mémoire comme si c'était hier. Ma mère, cette femme, petite et délicate, se jetait sur lui avec la force d'une lionne. Elle frappait sa poitrine avec ses poings, griffait, criait des mots que je n'avais jamais entendus sortir de sa bouche. Monstre, démon, comment as-tu pu ta propre fille? Mon père, pris par surprise, reculait jusqu'à heurter le mur. Je n'avais jamais vu de peur dans ses yeux auparavant, mais à ce moment, il était terrifié. Pour la première fois, il n'était pas en contrôle. Claire, tu es folle, tu vas me tuer, criait-il. Tandis que ma mère continuait son assaut. C'est l'idée, hurlait-elle en retour. Même dans mon état drogué, comprenez ce qui se passait. Ma mère pouvait tuer mon père là, à ce moment, et elle irait en prison pour ça. Nos vies, déjà brisées, seraient complètement détruites, rassemblant toute la force que je pouvais trouver. Je me traînais au bord du lit, et criais, ma voix encore brouillée par la drogue. Maman, arrête, il n'en vaut pas la peine. Quelque chose dans mon cri la faisait s'arrêter. Elle me regardait, puis les ciseaux dans sa main, couverts de son sang, et ensuite son propre tablier, aussi taché de rouge. Mon Dieu, que fais-je? Profitant de ce moment d'hésitation, mon père courait vers la porte d'entrée. J'entendais ses pas précipités, la porte s'ouvrant et se fermant avec force. Il avait fui, ma mère lâchait les ciseaux et courait vers moi, me serrant dans ses bras, pleurant comme je ne l'avais jamais vue. Ma fille, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir remarqué. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment ai-je pu ne pas voir ce qui se passait dans ma propre maison? Je parvenais enfin à la serrer en retour, mes bras retrouvant un peu de mouvement. Ce n'était pas ta faute. Mes mains, c'était ma faute. C'était mon devoir de te protéger. Et j'ai échoué, j'ai terriblement échoué. Nous nous enlacions et pleurions ensemble. Deux cœurs brisés essayant de se réconforter au milieu d'un cauchemar. Quand je récupérais assez de l'effet de la drogue pour parler clairement, je lui disais tout, du premier toucher inapproprié quand j'avais 8 ans, à cette nuit, chaque abus, chaque menace, chaque manipulation. C'était comme relâcher 8 ans de poison accumulé, de sécrets corrosifs. Ma mère écoutait tout en silence, des larmes coulant sur son visage, hochant parfois la tête, tenant mes mains fermement. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant, ma chérie? J'avais peur que tu ne me crois pas, peur de détruire notre famille. Quelle famille? Demandait-elle, la voix amère, une famille bâtie sur des mensonges et de la douleur n'est pas une famille, c'est une prison. Cette même nuit, elle appelait la police. Quand les officiers arrivèrent, elle leur racontait tout ce qu'elle avait vu, tout ce que j'avais révélé. Ils prenaient nos déclarations, regardant autour d'eux avec des expressions graves. Madame, vous avez attaqué votre mari avec une arme mortelle, disait l'un des officiers.
c'est une tentative d'homicide. C'était de la légitime défense, répondait ma mère. Sans hésiter, il droguait et abusait de ma fille. Je le referais si je devais. L'autre officier, plus âgé et d'un air plus aimable, hochait la tête. Nous l'enregistrerons comme défense d'une mineure en flagrant délit, mais nous devons emmener la fille à l'hôpital pour des examens. L'hôpital était une autre épreuve, des examens invasifs, des questions embarrassantes, des regards de pitié et de jugement. Mais l'important, c'est qu'il confirmait la présence de sédatifs dans mon système et des preuves d'abus prolongées. Mon père ne rentrait pas à la maison cette nuit-là, ni la suivante. En fait, il fuyait Saint-Malo, essayant d'échapper à la justice et à la honte, mais il n'irait pas loin. Cette nuit changeait tout. Le secret était exposé, le masque arraché, le monstre révélé est, bien que la douleur fût immense, bien que la route devant semblait effrayante et incertaine. Pour la première fois en 8 ans, je sentais que je pouvais respirer. Le cauchemar n'était pas fini. En fait, à bien des égards, il ne faisait que commencer. Maintenant, je n'étais plus seule. J'avais ma mère à mes côtés, prête à se battre avec moi, à me protéger, comme elle aurait toujours dû. Et cela faisait toute la différence au monde. Les jours qui suivaient cette nuit étaient comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Tout ce que nous connaissions comme famille, comme vie, s'était effondré. Et nous essayons de trouver un équilibre parmi les décombres. Ma mère ne me quittait pas d'une seconde pendant cette première semaine. Elle dormait dans le même lit que moi, m'accompagnait à la salle de bain, attendait à la grille de l'école. Quand les cours finissaient, c'était comme si elle essayait de rattraper en jour ce qu'elle n'avait pas remarqué en années. « Je ne t'échouerai plus jamais », répétait-elle, tenant mes mains dans les siennes. Plus jamais. La nouvelle se propageait dans le quartier comme une traînée de poudre. Les voisins qui souriaient et saluaient autrefois fermaient maintenant leurs rideaux quand nous passions. Certains, surtout les plus âgés, regardaient ma mère avec désapprobation, comme si elle avait trahi son mari en le dénonçant, et non l'inverse, ne les regarde pas, disait ma mère quand elle remarquait mon malaise face au regard. Ils ne savent rien. Ils n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. Mon père était retrouvé 3 jours plus tard à Fougères, une ville à environ 50 km de Saint-Malo. Il se cachait chez un cousin, planifiant de fuir à Brest. La police l'arrêtait sans résistance. Selon le rapport, il semblait résigné, comme s'il savait qu'il ne pouvait pas s'échapper pour toujours. Quand j'entendais parler de l'arrestation, je ressentais un mélange confus d'émotions, du soulagement, sachant qu'il ne pouvait plus me faire de mal, de la colère pour toutes les années d'abus, de la tristesse pour ce qui aurait pu être et ne l'était jamais, être aussi étrange que cela puisse sembler, une petite pointe de culpabilité, cette culpabilité irrationnelle que les victimes portent
comme si, d'une manière ou d'une autre, elles étaient responsables de leur propre souffrance. Tu n'as aucune faute dans tout ça, me disait Lucie, chaque fois qu'elle remarquait ce sentiment en moi. C'était lui l'adulte, c'était ton père, toute la faute est la sienne. Le processus judiciaire commençait en septembre 1973. C'était l'un des premiers cas d'abus sur mineurs à gagner de la visibilité à Saint-Malo, une ville où ce genre de choses était généralement balayé sous le tapis, détraités comme des problèmes familiaux qui devraient rester derrière des portes closes. Les Yuc, le docteur Robert Leclerc, était un homme sérieux dans la cinquantaine, avec des yeux qui semblaient voir à travers les gens. Quand j'entrais dans la salle d'audience pour la première fois, tremblante et effrayée, il me regardait avec une gentillesse que je n'attendais pas. Yes, que c'est difficile d'être ici, disait-il. Ça vaut excalme et mesurer, mais tu fais qu'il faut. Tu protèges non seulement toi-même, mais d'autres enfants qui pourraient être victimes à l'avenir. Je n'avais jamais pensé à ça de cette manière. Que ma douleur pouvait d'une certaine façon empêcher la douleur des autres, que ma voix, silencée si longtemps, pouvait maintenant faire une différence. Je devais témoigner plusieurs fois pendant le procès, raconter et re-raconter chaque détail des abus, du premier toucher inapproprié à cette dernière nuit. C'était comme revivre le traumatisme à répétition, arracher des bandages de blessures qui avaient à peine commencé à cicatriser. L'avocat de mon père, Monsieur Pierre Petit, était un homme mince avec des petits yeux voraces. Sa stratégie était claire dès le début, me discréditer, insinuer que j'inventais des histoires chouguéraires, que j'étais une adolescente troublée, cherchant de l'attention. Ne trouvez-vous pas étrange que vous n'ayez jamais rien dit pendant toutes ces années ? Demandait-il, sa voix chargée d'une incrédulité forcée, ni à votre mère, ni aux enseignants, ni aux médecins. J'ai dit à mon ami, Lucia, répondais-je, ma voix tremblante, mais déterminée, et il me menaçait, disait que personne ne me croirait, tout comme personne ne devrait croire maintenant, insinuait-il, provoquant une protestation immédiate du procureur et une réprimande sévère du juge. Ma mère souffrait autant que moi pendant le procès, en plus de gérer la culpabilité écrasante de ne pas avoir remarqué les abus. Elle devait faire face aux accusations d'avoir attaqué mon père avec des ciseaux. Ne pensez-vous pas que vous avez réagi de manière excessive ? Demandait l'avocat de la défense. Après tout, vous auriez pu appeler la police au lieu de faire justice vous-même. Quand j'ai vu cet homme, mon mari, abuser de ma fille droguée, répondait-elle, sans détourner le regard, je n'ai vu que du rouge, j'ai pas pensé. Il y a Justa qui, toute mère, aurait fait de même. Le procès traînait pendant presque 6 mois, 6 mois d'aller-retour au tribunal, de témoignages douloureux, de questions invasives, de regards de pitié et de jugements. 6 mois où je devais revivre la pire période de ma vie sous l'examen de Stranger. L'école devenait un champ de mine. Certains camarades gardaient leur distance.
comme si l'abus était contagieux. D'autres chuchotaient dans les couloirs quand je passais. Il y en avait même qui disaient que j'avais provoqué mon propre père, que je l'avais cherché d'une manière ou d'une autre. Ne les écoute pas, disait Lucie. Mon fidèle bouclier au milieu de la tempête. Ils sont ignorants, ils savent pas de quoi ils parlent, mais les mots faisaient mal quand même. Chaque chuchotement, chaque regard, chaque rire étouffé était comme du sel sur des blessures ouvertes. Les enseignants essayaient d'aider à leur manière. Certains étaient trop gentils, me traitant comme si j'étais en cristal, prête à me briser à tout moment. D'autres faisaient semblant que rien ne s'était passé. Dans une tentative maladroite de normalité, la directrice, Madame Jeanne Prenet, m'appelait dans son bureau un jour et disait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Marina, id, qui t'est arrivé est terrible, mais ça ne définit pas qui tu es, ni qui tu deviendras. Souviens-t'en, au milieu de tout cela, ma mère et moi devions réinventer nos vies de zéro. Le garage de mécanique que mon père entretenait derrière notre maison était notre principale source de revenus. Avec lui en prison, nous n'avions plus que le travail de couture de ma mère, qui payait à peine les factures. Je devrais travailler plus, disait-elle, des cernes profonds marquant son visage, autrefois vibrant. Je prendrais plus de commandes, ferais des heures supplémentaires. Je peux trouver un travail après l'école, suggérais-je, voulant alléger son fardeau. Non, était-elle ferme? Ton seule obligation maintenant est d'étudier et de guérir. Laisse-moi m'occuper du reste. Et c'est qu'elle faisait. Elle se levait à 5 heures du matin, cousait jusqu'à l'heure de m'emmener à l'école, puis continuait jusqu'à tard. Dans la nuit, progressivement, sa clientèle augmentait, des épouses de médecins, des épouses d'avocats, des femmes de la Société de Saint-Malo, qui admiraient son travail et, dans certains cas, son courage. Ta mère est une guerrière, disait Madame Odile Giraud, l'une de ses clientes les plus anciennes. Quand elle venait chercher une robe chez nous, toutes les femmes ne se dressent pas contre leur mari. Et la société, pour protéger leurs filles, en décembre 1973, la sentence arrivait enfin. Mon père était condamné à 12 ans de prison pour viol sur mineur et autres crimes connexes. Le juge tenait à souligner la gravité du cas et l'abus de confiance impliqué. La société confie aux parents la mission la plus sacrée, protéger et éduquer leurs enfants, disait le docteur Leclerc en lisant la sentence. Quand cette confiance est brisée de la manière la plus vile possible, la justice doit être rigoureuse et exemplaire. Quand nous quittions le tribunal ce jour-là, je sentais comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Il était en prison, il ne pouvait plus me faire de mal. L'injustice était faite, du moins sur le papier, mais le chemin de la guérison ne faisait que commencer sur la suggestion de l'assistante sociale qui suivait notre cas. Je commençais une thérapie avec la docteure Marthe Meunier, une psychologue spécialisée
dans les traumatismes infantiles, au début, c'était difficile de parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Les sentiments étaient trop nébuleux pour être traduits en phrases cohérentes. Pas besoin de se précipiter, me disait la docteure Marthe, avec cette voix calme qui devenait mon havre sûr. La guérison n'est pas une ligne droite. Il y a des bons jours et des mauvais jours. L'important est d'avancer, un pas à la fois. Un pas à la fois, cela devenait mon mantra dans les mois qui suivaient, quand les cauchemars me réveillaient au milieu de la nuit, en sueur, glacée et criant, quand les crises de panique me laissaient sans souffle au milieu d'un cours, quand la simple vue d'un homme qui ressemblait à mon père me faisait me figer de terreur, un pas à la fois. Ma mère aussi commençait une thérapie. La culpabilité la consumait, transformant ses cheveux noirs en mèches grises presque du jour au lendemain. Elle se blâmait de ne pas avoir remarqué, de ne pas m'avoir protégée, d'avoir fait entrer cet homme dans nos vies. C'était jamais ta faute, répétais-je, dans un renversement de rôle où la fille essayait de réconforter la mère, tenez, ça va, espace, et quand tu l'as su, tu as tout fait correctement. En janvier 1974, nous prenions une décision difficile, mais nécessaire. Vendre notre maison, ces murs portaient trop de souvenirs, trop de douleurs. Chaque pièce était un déclencheur, chaque coin un rappel de ce qui s'était passé là. Nous obtenions un bon prix. Ironiquement, le scandale avait augmenté la valeur de la propriété aux yeux d'acheteurs morbides. Avec l'argent, nous louions un petit appartement de l'autre côté de la ville, près du centre-ville, où personne ne nous connaissait, où nous pouvions recommencer sans le poids des regards et des chuchotements. Le déménagement était comme un rituel de purification. Nous laissions derrière nous des meubles, des objets, tout ce qui pourrait porter l'énergie de cette maison, de cet homme. Nous associons des choses nouvelles, simples, mais à nous, non contaminés par le passé. Ma mère transformait le salon de l'appartement en son atelier de couture. Elle achetait de nouvelles machines, plus modernes, et commençait à accepter des commandes plus complexes, des robes de mariée, des costumes sur mesure, des vêtements qui demandaient de la technique et de la patience. Je pense à suivre un cours de mode, me disait-elle une nuit, tandis qu'elle cousait une broderie délicate. Peut être ouvrir mon propre atelier un jour, avec mon nom sur la porte. C'était la première fois en moi que je la voyais rêver de l'avenir. C'était comme voir une fleur pousser à travers le béton, improbable, mais belle dans sa résilience. Je commençais aussi à me reconstruire morceau par morceau. Je reprenais le dessin, un loisir que j'avais abandonné pendant les années d'abus. Je commençais à écrire dans un journal déversant sur les pages des sentiments que je ne pouvais pas encore pleinement verbaliser. L'école restait un défi, mais je trouvais refuge dans la bibliothèque. Parmi les livres, personne ne me regardait étrangement ou ne chuchotait dans mon dos. Là, je pouvais me perdre d'autres vies, d'autres histoires, échapper temporairement à ma propre réalité. C'était dans la bibliothèque que je rencontrais Robert Girard,
le nouveau professeur de littérature récemment diplômé, plein d'idées innovantes. Il organisait un club de lecture qui devenait rapidement mon moment préféré de la semaine. Tu as un regard critique très intéressant, me disait-il, après une discussion sur Victor Hugo. As-tu déjà pensé à étudier la littérature? Je n'avais jamais beaucoup pensé à l'avenir. Pendant des années, ma seule préoccupation était de survivre au présent. Mais cette question ouvrait une porte que je ne savais pas exister, un avenir, des possibilités, des choix. Peut-être, répondais-je, sentant une étincelle d'espoir s'allumer quelque part en moi, au fur et à mesure que 1974 avançait, notre nouvelle vie commençait à prendre forme. L'appartement, autrefois étrange et impersonnel, avait maintenant notre style, des plantes aux fenêtres, des photos au mur, l'odeur de la cuisine maison imprégnant les pièces, une maison, pas juste un endroit où vivre. L'atelier de couture de ma mère prospérait. Elle faisait des vêtements pour les épouses des hommes les plus importants de la ville, créant une réputation d'excellence et de discrétion. Certaines de ces femmes devenaient plus que des clientes, elles devenaient des amies, des confidentes, un soutien dans les moments difficiles. J'avais progressé en thérapie, bien que j'avais encore des mauvais jours. Les cauchemars étaient moins fréquents, les crises de panique plus contrôlables. Je commençais à me préparer pour les examens d'entrée à l'université, rêvant d'une carrière, d'une vie qui serait vraiment la mienne. En août 1974, nous recevions une nouvelle qui ébranlait notre stabilité nouvellement acquise. Mon père avait demandé une révision de sa peine, invoquant un bon comportement et des remords. Il ne peut pas sortir. Paniquai-je en entendant la nouvelle, pas après juste un an, pas après tout ce qu'il a fait. Il ne sortira pas, promettait ma mère, avec une détermination qui ne laissait aucun doute. Je vais engager le meilleur avocat, je vais aller dans la presse, s'il le faut, il purgera chaque jour de ses 12 ans ce qu'elle faisait. Elle économisait, travaillait des heures supplémentaires, vendait des bijoux qu'elle gardait encore de ses jours de mariage et engageait Monsieur David Tavernier, un avocat pénaliste renommé. Ensemble, ils rassemblaient des preuves, des témoignages, tout ce qui pourrait garantir que la demande serait refusée. En novembre, la réponse du juge arrivait, demande refusée, mon père sera en prison, purgeant sa peine en entier. C'était un autre moment de soulagement, une autre petite victoire dans notre voyage de reconstruction. Mais l'impact psychologique de cette frayeur était grand. Je réalisais que, même emprisonné, il avait encore du pouvoir sur nous. Il pouvait encore générer de la peur, de l'anxiété, déstabiliser la paix fragile que nous avions construite. Je ne veux pas vivre comme ça. Confiai-je à la docteure Marthe lors d'une séance. Je ne veux pas que chaque nouvelle a son sujet, chaque mouvement juridique, chaque année qui passe me fasse revivre tout à nouveau. Et comment veux-tu vivre
demandait-elle, avec ce ton doux mais provocateur qu'elle utilisait quand elle voulait que je réfléchisse plus profondément. La question me prenait au dépourvu. Comment voulais-je vivre? J'y avais jamais vraiment pensé. J'avais été si occupée à survivre que j'avais oublié d'imaginer que ce serait vraiment de vivre. Je veux être libre, répondais-je. Enfin, libre de lui, libre de la peur, libre du passé. Et de quoi as-tu besoin pour atteindre cette liberté? La réponse ne venait pas immédiatement. Je passais des jours à y penser, à réfléchir à ce que signifiait vraiment être libre, jusqu'à ce que je comprenne le pardon, pas le pardon pour lui. Je ne pourrais jamais pardonner ce qu'il avait fait, mais le pardon pour moi-même, pardon pour ne pas avoir parlé plus tôt, pour avoir enduré en silence, pour toutes les fois où je m'étais blâmée pour ce qui n'était pas ma faute, et pardon pour ma mère aussi, un pardon sincère, pas juste des mots vides pour la faire se sentir mieux, pardon pour ne pas avoir vu, pour ne pas avoir remarqué, pour avoir fait entrer cet homme dans nos vies. C'était l'étape la plus difficile de mon chemin de guérison, plus difficile que les témoignages, que les nuits sans sommeil, que les regards de pitié. Pardonner demandait une force dont je n'étais pas sûre de posséder, mais j'essayais jour après jour, j'essayais it progressivement. Je sentais le fardeau s'alléger, les chaînes se desserrer, l'air entrait plus facilement dans mes poumons. À Noël 1974, ma mère et moi célébrions ensemble dans notre petit appartement. C'était notre première célébration vraiment à nous, sans les ombres du passé planant au-dessus de nous. Nous préparions un dîner simple, mais rempli d'amour. Décorions un petit sapin avec des ornements faits main, échangions des cadeaux modestes mais significatifs. Au nouveau départ, portait-elle un toast à minuit, levant un verre de cidre. Au nouveau départ, répétais-je, sentent, pour la première fois que c'était vraiment possible. L'année 1975 s'ouvrait avec une promesse de nouveauté. Je fêterai mes 18 ans en juillet, terminerai le lycée en décembre, passerai les examens d'entrée pour la littérature. Ma mère commencerait son cours technique de mode, agrandirait l'atelier. Engagerait une assistante, nos reconstructions, nos vies, morceau par morceau, jour après jour. La route était encore longue, les défis encore nombreux, mais pour la première fois, depuis cette nuit fatidique d'août 1973, nous regardions vers l'avenir avec espoir, plutôt qu'avec peur, etc. Peut-être était notre plus grande victoire. Les années qui suivaient étaient de reconstruction et de découverte. In juulet 1975 je fêtais mes 18 ans, officiellement adulte devant la loi, bien que je me sentais vieillie à l'intérieur depuis longtemps. Ma mère organisait une petite fête dans notre appartement avec seulement quelques amis proches et ses clientes les plus chères. Un toast à ma fille, disait-elle, levant un verre de vin bon marché. Oui, à ce moment,
semblait le meilleur champagne. La femme la plus courageuse que je connaisse. Je pleurais en entendant ces mots. Je ne m'étais jamais considérée comme courageuse. Juste une survivante faisant ce qu'il fallait pour avancer. Mais cette nuit-là, entourée de gens qui m'aimaient vraiment, je commençais à voir ma propre force. Les examens d'entrée à l'université arrivaient en décembre comme prévu. J'étudiais comme jamais, transformant les livres en refuge, le savoir en bouclier. Le matin de l'examen, ma mère me serrait dans ses bras à la grille du campus. Le résultat n'a pas d'importance, murmurait-elle à mon oreille. Nous avons déjà gagné des batailles bien plus dures que celle-ci. Elle avait raison. Bien sûr, après tout ce que nous avions traversé, un examen n'était que ça, un examen. J'entrais dans cette salle avec la sérénité de quelqu'un qui avait déjà affronté ses pires démons et survécu pour raconter l'histoire. Quand les résultats sortaient en février 1966, mon nom était sur la liste des admis pour le cours de littérature à l'université de Rennes. Ma mère encadrait la page du journal avec la liste et l'accrochait au mur du salon à côté de son certificat du cours technique de mode qu'elle avait terminé le mois précédent. « Regarde-nous », disait-elle, admirant nos petits trophées. Qu'il aurait cru, Hein, qu'il aurait cru, en effet, en moins de 3 ans, nous avions transformé une tragédie en élan pour grandir. Les abus n'avaient pas été effacés. Ils ne le seraient jamais, mais ils n'étaient plus la seule chose qui définissait nos vies. L'université se révélait être un monde nouveau et fascinant. Je tombais amoureuse des cours de littérature française, des débats passionnés sur la linguistique, des cercles de poésie qui se tenaient dans les jardins du campus. Pour la première fois depuis l'enfance, je ressentais un plaisir authentique à être en vie, à apprendre à zèbre. C'était au 2e semestre que je rencontrais Édouard Duval. Il étudiait le droit sur le même campus. Un jeune homme grand, avec des lunettes et un sourire doux, qui fréquentait le même groupe d'études de littérature que moi. Nous commencions comme collègues, parlant de livres et de films, partageant des opinions sur les professeurs, discutant des classiques que nous aimions tous les deux. Tu as une manière spéciale d'analyser les personnages féminins. Commentait-il un jour, après que j'avais présenté un travail sur Madame Bovary, comme si tu pouvais voir des couches que personne d'autre ne voit. Je souriais sans répondre. Bien sûr que je voyais des couches invisibles aux autres. J'avais passé des années à déchiffrer les silences, à interpréter les regards, à lire entre les lignes pour survivre. Notre amitié grandissait lentement, organiquement. Édouard était différent de tous les jeunes hommes que j'avais rencontrés, respectueux, patient, n'envahissant jamais mon espace ou ne forçant jamais les situations. Quand il m'invitait enfin à sortir, presque 1 an après notre rencontre, c'était avec une délicatesse qui me désarmait complètement. Je comprendrai totalement si tu ne veux pas, ajoutait-il. Après l'invitation, semblant sincèrement préoccupé par mon confort, nous pouvons continuer juste comme amis. J'hésitais, le traumatisme était encore là, enfoui, mais
vivante, faisant battre mon cœur à l'idée de me rapprocher romantiquement d'un homme, la docteure Marthe et moi avions beaucoup travaillé sur ce sujet en thérapie, mais la théorie était différente de la pratique. Puis-je y réfléchir? Demandai-je, ma voix plus basse que normale. Tout le temps dont tu as besoin, répondait-il, sans pression, sans déception apparente. Je parlais avec ma mère cette nuit-là, pendant qu'elle ajustait une robe de mariée dans le salon. J'ai peur, confessai-je. Et si je ne peux pas, et si le passé est toujours là entre nous? Elle arrêtait de coudre et me regardait avec ce mélange d'amour et de tristesse qui était devenu si familier dans ses yeux. La peur sera là. Ma chérie, je ne te mentirai pas, mais ne la laisse pas décider de ta vie. Tu as déjà donné trop de pouvoir à la peur. Je décidai d'accepter l'invitation d'Édouard. Notre premier rendez-vous était dans un café près du campus, un endroit public, animé. Nous parlions de littérature de nos familles. Je mentionnais seulement que mes parents étaient séparés de nos rêves professionnels. Je veux être enseignante, révélai-je, me surprenant moi-même par la clarté de ce désir, aider les enfants à découvrir des mondes à travers les livres. Tu serais une enseignante extraordinaire, disait-il, et il y avait une sincérité dans sa voix. Je veux être avocat pénaliste, défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Quelque chose dans ces mots touchait une corde sensible en moi. Je me souvenais de Monsieur Tavernier, l'avocat, qui nous avait aidés à garder mon père en prison, comment son travail avait été fondamental pour notre sécurité, notre tranquillité d'esprit, notre relation évoluait au rythme que je pouvais supporter. Édouard ne me pressait jamais, ne demandait jamais plus qu'est-ce que j'étais prête à donner. Quand je lui racontais mon passé, presque un an après que nous avions commencé à sortir ensemble, il pleurait avec moi, tenait mes mains. Promettait qu'il ne me ferait jamais de mal. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, disait-il, faisant écho, sans le savoir, aux mots de ma mère. Et si tu me le permets, je veux passer le reste de ma vie à aider à guérir ces blessures. En 1979, une nouvelle ébranlait notre fragile sentiment de sécurité. Mon père obtenait une réduction de peine pour bonne conduite et serait libéré dans quelques mois. La nouvelle me frappait comme un coup de poing dans l'estomac. Les cauchemars, qui avaient considérablement diminué, revenaient en force. Il ne peut pas nous trouver, disais-je à ma mère. En panique, il ne peut pas savoir où nous sommes. Édouard, déjà diplômé et travaillant dans un cabinet d'avocats, nous aidait à obtenir une ordonnance restrictive. Mon père ne pouvait pas s'approcher de nous, ne pouvait pas essayer de nous contacter, ne pouvait même pas rester dans la même ville. C'est le maximum que la loi permet, expliquait Édouard, frustré par les limites du système, mais je m'assurerai que ce soit strictement appliqué. C'était dans ce moment de crise qu'Édouard me demandait en mariage, pas d'une manière traditionnelle, romantique, avec un dîner aux chandelles et une bague dans une flûte de champagne. C'était un après-midi ordinaire,
pendant que nous cherchions des moyens légaux de nous protéger, épouse-moi, disait-il simplement, pas par peur, pas pour la protection, mais parce que je veux construire une vie avec toi, une vie où le passé ne définit pas l'avenir. Je regardais cet homme qui était entré dans ma vie si inopinément, qui avait été patient et respectueux, qui ne m'avait jamais traité comme une victime ou comme abîmée. Et pour la première fois, je me permettais d'imaginer un avenir vraiment heureux. Oui, répondais-je, des larmes coulant librement. Je veux construire cet avenir avec toi. Nous nous marions dans une cérémonie simple en janvier 1980. Seulement des amis proches, quelques collègues de l'atelier de ma mère, des professeurs de l'université qui étaient devenus des mentors importants. Je portais une robe faite par ma mère, bien sûr, son cadeau le plus précieux, sur laquelle elle travaillait pendant des mois, cousant non seulement du tissu, mais des espoirs et des bénédictions dans chaque point. Sois heureuse, ma fille, disait-elle, en ajustant voile, sois si heureuse que le passé semble juste un cauchemar lointain. Notre appartement était à Rennes, où Édouard avait obtenu un poste dans un grand cabinet d'avocats spécialisé dans les droits humains. Quitter Saint-Malo était douloureux. Cela signifiait me séparer de ma mère pour la première fois, mais elle insistait que c'était le meilleur chemin. Je viendrai souvent vous voir, promettaitelle, et tu auras ta propre vie, ton propre espace. C'est comme ça que ça doit être. Les premiers mois de mariage étaient un apprentissage constant. Apprendre à faire confiance, à baisser ma garde, à accepter l'amour sans peur. Édouard était mon partenaire dans ce voyage, respectant mes limites. Célébrons chaque petite victoire sur le traumatisme. J'obtenais mon premier emploi comme enseignante dans une école primaire de la banlieue de Rennes. Des enfants de familles modestes, beaucoup avec des histoires de vie aussi difficiles ou plus difficiles que la mienne. Je trouvais un but là, dedans, utilisant mes propres cicatrices pour reconnaître des douleurs tues, pour offrir le soutien que j'avais moi-même mis si longtemps à trouver en 1980. Isos, je découvrais que j'étais enceinte. La nouvelle apportait une tempête d'émotions contradictoires, joie, peur, espoir, terreur. Et si je ne savais pas être mère, et si mon passé interférait avec la manière dont j'élèverai mon enfant, tu seras une mère merveilleuse, précisément à cause de ton passé, pas malgré lui, m'assurait Édouard, tenant mes mains tremblantes. Tout ça est plus que quiconque l'importance de protéger, de respecter. T'aimes inconditionnellement. Ma mère venait vivre avec nous dans les derniers mois de la grossesse. Son atelier à Saint-Malo avait prospéré au point qu'elle pouvait laisser aux soins ses assistantes pendant quelques mois. Sa présence était un baume pour mes insécurités. J'ai si peur d'échouer comme mère, confessai-je une nuit, caressant mon ventre énorme. Comment as-tu eu le courage de m'avoir, sachant à quel point le monde est effrayant? La maternité est un acte de foi. Ma fille, répondait-elle, ses yeux brillants d'une sagesse que seules les années peuvent apporter, foi que
malgré tout ce qui peut mal tourner, quelque chose de merveilleux émergera. Donc, Raphaël naissait en mars 1983, un garçon en bonne santé avec les yeux de son père, est, selon ma mère, m'ont même y retroussé. Le moment où je le plaçais dans mes bras, quelque chose guérissait en moi, pas complètement. Certaines blessures sont trop profondes pour se refermer entièrement, mais assez pour sentir qu'un cycle avait été brisé. Je te protégerai, murmurai-je à cette petite être. Dormant dans mes bras, je t'aimerai comme tu mérites d'être aimé. Je t'apprendrai à être un homme bon, gentil, respectueux. Édouard pleurait à mes côtés, touchant la petite tête du fils avec révérence. Nous sommes une famille maintenant, disait-il, une famille bâtie sur l'amour, pas sur la peur. 2 ans plus tard, en 1985, notre famille s'agrandissait avec l'arrivée de Julia, une fille aux boucles brunes et un sourire qui illuminait toute la pièce, mon cœur, qui s'était déjà élargi avec la naissance de Raphaël, semblait ne plus tenir dans ma poitrine. Je décidai alors que ma plus grande mission serait d'élever mes enfants. Je quittais mon emploi à l'école, optant pour être mère à temps plein. C'était pas une décision facile. J'aimais enseigner, j'aimais faire une différence dans la vie de ces enfants, mais je sentais que j'avais besoin d'être présente à chaque moment de l'enfance de mes enfants, offrant la sécurité et l'amour qui avait été arraché à ma propre enfance. Est-ce tout saoulé? Demandait Édouard, inquiet, que je pourrais le regretter. Nous pouvons engager une nous, trouver un juste milieu, je suis sûre, répondais-je avec une conviction qui ne laissait aucun doute. Je veux leur donner ce que j'ai pas eu, une enfance protégée, sécurisée, pleine d'amour. Ma mère soutenait ma décision, bien qu'elle retournait à Saint-Malo pour gérer son atelier. Elle nous rendait visite régulièrement, apportant des vêtements faits main pour les petits-enfants, des histoires de sa vie de plus en plus pleines. Tout ça et c'est qui me rend la plus fière de toi, me disait-elle lors d'une de ses visites, regardant Julia t'étant que tu n'as pas laissé cet homme gagner, que tu as construit quelque chose de beau à partir de tant de douleurs. En 1988, nous recevions la nouvelle que mon père était mort en prison, une crise cardiaque soudaine, disait-il. Je ne ressentais ni joie, ni tristesse, juste un étrange vide, comme si un chapitre avait enfin été fermé, une porte définitivement verrouillée. Comment fas-tu? Demandait Édouard cette nuit-là. Après que les enfants étaient endormis, paye, répondais-je, après avoir réfléchi, pas parce qu'il est parti, mais parce que maintenant je sais avec certitude qu'il ne peut plus jamais faire de mal à quiconque. La vie continuait. Édouard construisait une carrière brillante comme avocat, se spécialisant dans les cas d'abus sur mineurs et de violences domestiques. Son expérience personnelle à travers mon histoire lui donnait une sensibilité rare dans sa profession. Les enfants grandissaient en bonne santé, heureux, entourés d'amour et de limites claires. Raphaël, si semblable à son père en intelligence, est une gentillesse. Julia
un mélange curieux de mon obstination et de la patience d'Édouard, tous deux élevés pour respecter, pour protéger, pour rendre le monde meilleur. En 1995, ma mère était diagnostiquée avec un cancer du sein avancé. La nouvelle tombait comme une bombe dans nos vies. Elle, qui avait été mon pilier de force, m'a sauvée, ma meilleure amie, avait maintenant besoin de moi. Viens à Rennes, supplies, au téléphone. Les meilleurs médecins sont ici. Nous pouvons prendre soin de toi. Je suis trop vieille pour recommencer. Ma chérie, répondait-elle, sa voix faible mais déterminée. Je préfère rester dans mon petit coin, entourée de ce que j'ai construit. Je respectais sa décision, bien qu'avec le cœur brisé. Je commençais à voyager à Saint-Malo tous les 15 jours, emmenant les petits-enfants pour égayer ses journées, aidant avec la chimiothérapie qu'il a laissée si faible, cuisinant ses recettes préférées, qu'elle n'avait plus la force de préparer. C'était pendant ces voyages que je commençais à raconter mon histoire différemment à elle, plus comme une victime, mais comme une survivante, plus avec honte, mais avec la clarté de quelqu'un qui comprend que la faute n'était jamais la sienne. Tout ça, c'est que j'ai appris de tout ça, maman, disais-je un après-midi, tandis que nous tricottions ensemble un loisir qu'elle m'avait appris, que la plus grande revanche contre ceux qui essaient de nous détruire est de vivre une vie pleine, heureuse, pleine de sens. Elle souriait, ses yeux fatigués, mais encore brillants. Tu as toujours été plus sage que moi. Ma fille, depuis toute petite, en août 1996, ma mère s'éteignait silencieusement pendant son sommeil, comme si elle ne voulait pas causer de troubles, même dans son départ. La douleur était indescriptible. Perdre la personne qui avait tout sacrifié pour me protéger, qui avait reconstruit sa vie de zéro pour me donner un avenir au cimetière, tandis que je regardais son cercueil descendre dans la terre, je faisais une promesse silencieuse. Je continuerai son héritage de force, de protection, d'amour inconditionnel, pas seulement avec mes enfants, mais avec quiconque croiserait mon chemin ayant besoin d'aide. Les années qui suivaient étaient de consolidation. Raphaël obtenait un diplôme en médecine, déterminé à aider les enfants traumatisés. Julia suivait les traces de son père en droit, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Tous deux connaissaient mon histoire. Je la leur racontais quand ils atteignaient l'âge approprié, sans détails graphiques, mais avec la vérité nécessaire pour comprendre d'où venait ma surprotection, mes moments occasionnels de panique, mon insistance sur des valeurs comme le respect et le consentement. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, maman, me disait Julia, après avoir entendu mon histoire maintenant, je comprends pourquoi tu as dédié ta vie à nous. C'était pas un sacrifice, répondais-je, caressant son visage, si semblable au mien dans la jeunesse. C'était un choix, le meilleur choix que j'ai jamais fait. Édouard et moi vieillissions ensemble, notre amour mûrissant comme un bon vin. Il n'a jamais cessé d'être l'homme doux
et respectueux que j'avais rencontré à l'université ne m'a jamais fait me sentir moins à cause de mes cicatrices, ne m'a jamais traitée comme fragile ou brisée. Tout ça est que j'aime le plus chez toi, me demandait-il une nuit, déjà avec des cheveux gris et des rides autour des yeux, ta capacité à transformer la douleur en amour, à utiliser tes blessures pour guérir les autres. Et me voici maintenant, à 68 ans, mamie Léna pour 5 petits-enfants merveilleux, partageant mon histoire publiquement pour la première fois. Pas pour le sensationnalisme, pas pour la pitié, mais dans l'espoir que cela puisse aider d'autres Marinas là-dehors, souffrant en silence, pensant qu'elles sont seules, qu'il n'y a pas d'issue. Il y a une issue, mesquère. Il y a de la guérison. Il y a un nouveau départ. Il y a une vie pleine de sens, belle, même après le pire traumatisme. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que les cicatrices disparaissent complètement, mais elles peuvent se transformer de symboles de douleur en médailles de courage. Si vous regardez ceci et vous identifiez à mon histoire, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous méritez de l'aide, méritez de la protection